Alors, dans toutes nos interventions, les gens qui suivent un peu l'histoire de l'espace éthique savent qu'on est plus dans le soin que de la bioéthique, on est plus proche de la réalité de la maladie que des concepts autour de la maladie. Et c'est vrai que depuis des années, on a un parcours commun avec Ding Dang Dong, qui est pour nous plus qu'une association, c'est véritablement une dynamique. Et j'avais été souvent impressionné, alors il y a eu même des réunions qui ont eu lieu à l'espace éthique, comment des gens atteints d'une maladie qui est incurable aujourd'hui, en tous les cas c'est le terme qu'on emploie, même s'il y a des belles perspectives thérapeutiques dont on parle de plus en plus, bref, qui est une maladie dont les représentations sont extrêmement péjoratives, comment des gens assument leur maladie, évoluent dans la maladie, en font quelquefois même, c'est vous qui le dites, un chef-d'œuvre, à travers une métamorphose. Et c'est pour ça que c'était important, vous qui êtes au cœur de la question de la génétique, puisque finalement, c'est une des maladies que l'on peut prévoir d'une manière indubitable. Comment accéder au savoir, que faire de ce savoir, surtout quand il a déjà impacté une famille. C'est toutes les ambivalences et vous avez vraiment permis, et je vous incite vraiment à regarder le site Ding Dang Dong et les publications Ding Dang Dong. Ça va, à mon avis, vous décoiffer. C'est-à-dire de voir l'intelligence qui a été développée sur des questions aussi sensibles. Merci beaucoup Emmanuel et merci de m'avoir invité et bonsoir à toutes et à tous. Donc effectivement, je suis là aujourd'hui en tant que cofondatrice de Ding Dang Dong, ce collectif un petit peu particulier qui a aussi un autre nom, l'Institut de coproduction de savoir sur la maladie de Huntington. Alors Emmanuel vient d'en dire quelques mots. La maladie d'Huntington, c'est une maladie rare, héréditaire et incurable. C'est une maladie qui est classée dans la famille des maladies neurodégénératives. Alors j'ai du mal à le dire, j'aime pas beaucoup ce mot-là. Donc à Ding Dang Dong, on préfère dire neuroévolutive, voire neurozygzagante. Ce qui nous paraît un petit peu plus juste par rapport à ce type de maladie qui est certes neurodégénérative, mais la vie est neurodégénérative. Donc voilà, et ça, ce n'est pas un terme qui nous donne beaucoup envie de vivre. Et nous, on veut bien essayer de bien vivre avec cette maladie. Donc c'est une maladie qui finit par engager donc des troubles d'ordre moteur, cognitif et psychiatrique. Je ne vais pas m'étaler sur la définition de la maladie et sur la multiplicité, la complexité des symptômes. Ça en fait en tout cas une maladie très complexe. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la particularité de cette maladie, effectivement, c'est qu'on peut savoir à l'avance si on va la développer ou pas. Donc en fait, en 1993, le gène responsable a été identifié par une équipe scientifique et la découverte de ce gène a aussi créé un test qui permet donc de savoir à l'avance si on est porteur du gène ou pas. Effectivement, le test est très simple, c'est une prise de sang, mais il est très complexe d'un point de vue existentiel. Et ce test, on peut le faire à partir du moment où on est majeur, où on a 18 ans. Alors, il faut savoir que si vous faites le test et que vous êtes porteur, ça veut dire que vous allez nécessairement développer la maladie, mais vous ne savez pas ni à quel âge, ni comment. Parce qu'encore une fois, la maladie de Huntington se développe de manière très très différente d'une personne à l'autre, parce qu'elle effectivement engage une grande variété de symptômes. Et on s'est rendu compte aussi avec le temps que ces symptômes se développaient aussi un petit peu en fonction de la prise en charge de la maladie et de la façon dont la personne vit avec cette maladie et apprend à vivre avec. On a créé ce collectif parce qu'en fait, nous avons dans notre collectif une personne qui s'appelle Alice Rivière et qui a passé ce test il y a une dizaine d'années. Et ce test l'a mis énormément en colère parce qu'en fait, on lui a prédit un avenir terrible, on lui a carrément dit que sa vie était foutue. Et c'est tout ce qu'on lui a dit. Et donc, ce qu'elle nous a dit à ce moment-là, c'est pas que, elle n'était pas tellement en colère de sa savoir porteuse de la maladie Huntington, même si c'est nécessairement une nouvelle qui assomme un petit peu, mais elle était très en colère parce qu'elle a eu l'impression de sortir de l'hôpital malade alors qu'elle ne l'était pas encore et qu'on ne lui proposait rien d'autre qu'un avenir mortifère et qu'il n'y avait pas du tout de prise en charge à ce moment-là autour de l'annonce et du test pour au moins essayer de réfléchir à cette situation et habiter cette situation. Et c'est à partir de cette colère qu'on a décidé de créer Ding Dang Dong, d'une part pour effectivement faire le pari qu'on pouvait faire autre chose que
autre chose que de voir uniquement un avenir terrifiant pour cette maladie. Et c'est effectivement travailler aussi sur l'image de cette maladie, parce qu'on peut vivre assez longtemps avec cette maladie, on peut parfois vivre avec 20-25 ans avec cette maladie. Et donc on a décidé de prendre à bras le corps le problème qui était le nôtre, c'est comment bien vivre avec une maladie telle que Huntington, qui, je le rappelle, et Emmanuel l'a déjà dit, est perçue encore aujourd'hui, et notamment par les médecins, comme étant une des pires maladies du monde. Donc nous on s'est dit qu'on ne pouvait pas ne rien faire et qu'en fait il y avait tout à faire, alors que les médecins nous disaient il n'y a rien à faire, et nous on s'est dit il y a tout à faire. Et on a décidé d'explorer cette maladie comme une planète inconnue et de partir à la découverte des savoirs expérientiels, ce qu'on appelle les savoirs expérientiels des patients, mais pas que des patients, les savoirs expérientiels également des familles, des proches et aussi des soignants, qui ne sont pas réduits uniquement à leur savoir scientifique, comme les patients ne sont pas uniquement réduits à leur savoir, à leur ressenti, au contraire. Et donc nous on a voulu aussi créer cet institut de coproduction de savoir sur la maladie d'Huntington pour créer une forme de savoir qui est nécessaire à la médecine. La médecine ne peut plus être seule face à ce type de situation. Là, aujourd'hui, je vous parle de la maladie d'Huntington, et dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est une situation extrême, évidemment. Donc là, on ne peut pas réduire le débat d'aujourd'hui à ça. Mais cette situation extrême, on a trouvé qu'elle était intéressante parce que la maladie d'Huntington a à nous apprendre, parce qu'elle a mis les personnes en situation, pour le coup, de prédiction totale. Et c'est ça qui nous a intéressés. Donc on s'est intéressé à beaucoup de choses, mais notamment à cette question-là de l'anticipation et de la prédiction. Et en commençant à s'y intéresser, on a remarqué assez vite que d'abord, il y avait beaucoup de contre-intuition, en fait, parce qu'on a découvert très rapidement que moins de 20% des personnes à risque, donc une personne à risque, c'est une personne dont un des deux parents a la maladie d'Huntington, puisque c'est une maladie héréditaire qui ne saute pas de génération. Donc quand vous êtes il y a moins de 20% de personnes à risque qui passent le test. Donc ça nous donne déjà une information sur le fait qu'en fait la majorité, et une écrasante majorité des personnes à risque préfèrent ne pas savoir. Donc c'est déjà une information qui était importante pour nous, et donc on a commencé à s'intéresser parce qu'effectivement nous on avait l'expérience d'Alice Rivière qui est de manière très impulsive, et parce que pour elle c'était le fait que le test existait, qu'il soit là, a rendu pour elle impossible le fait de ne pas y aller, et donc elle a passé ce test assez vite. Je dirais pas qu'elle le regrette aujourd'hui parce que sinon nous n'aurions pas fait Ding Dang Dong, mais en tout cas ça pose question. Enfin c'est pas du tout une évidence. Donc ça c'est un premier constat. Puis après on s'est intéressé à une histoire assez intéressante aussi, qui est l'histoire de la découverte du gène, qui a été découvert par une équipe scientifique dont faisait partie une scientifique qui s'appelle Nancy Wexler. C'est très important parce que Nancy Wexler était scientifique et concernée par la maladie puisque son père était malade. Et évidemment, ils étaient dans cette quête en pensant découvrir le gène, qu'ils allaient découvrir un traitement, ce qui n'a pas été du tout le cas. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup d'avancées thérapeutiques, mais il n'y a pas encore du tout pour l'instant de perspective d'une guérison possible de la maladie. Il y a une perspective de ralentissement de la maladie, mais pas de guérison. Et Nancy Wexler, elle nous a aussi beaucoup appris parce qu'elle n'avait jamais pensé, en travaillant sur la découverte du gène, qu'en découvrant ce gène, elle allait créer ce qu'elle appelle elle-même maintenant un monstre, et le monstre étant ce test. Et elle-même, en fait, n'a jamais réussi à le passer. Et elle pensait en même temps que elle a pensé avant de découvrir le gène qu'elle l'aurait passé, et une fois que le test a existé, en fait elle s'est retrouvée prise dans cette parce que ça s'affige un peu cette question de savoir pas savoir, et en fait elle s'est rendue compte qu'elle préférait ne pas savoir, et qu'en fait c'était bien plus compliqué que ça, et on a tendance à vouloir dire que oui, savoir c'est bien parce qu'on peut anticiper, parce qu'on peut on peut anticiper, mais on anticipe quoi, effectivement? Et alors, d'autres découvertes, nous avons fait beaucoup de découvertes en allant à la rencontre des personnes concernées par cette maladie, et une autre a été aussi de voir qu'en fait, il y avait des personnes qui n'avaient pas pu anticiper. Il y a des situations très rares. J'ai rencontré récemment un monsieur qui est porteur du gène, mais qui n'a pas développé la maladie, parce qu'il y a une toute petite zone grise, à un endroit où, effectivement, il n'a pas... Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais l'anomalie sur le gène n'est pas suffisamment prononcée, je vais le dire comme ça, pour qu'il la développe, mais il l'a transmise à son fils.
Sauf que, du coup, son fils est la première personne qui a cette maladie dans la famille. Or, comme c'est une maladie génétique, héréditaire, c'est une maladie qui, en général, est dans la famille depuis beaucoup de générations. Et donc là, il se retrouve... Donc là, pour le coup, il n'y a pas d'anticipation du tout. Et moi, je me suis rendu compte qu'en fait, ils appréhendaient, du coup, la maladie d'une façon absolument hallucinante et qui nous a fait nous dire, mais bon, bah, finalement, quand on n'anticipe pas, est-ce qu'on réagit pas mieux ? Enfin, tout ça, ce sont des questions quand même extrêmement... Alors, il y a beaucoup de questions qui viennent avec cette question d'anticipation des prédictions, mais en tout cas, je ne dis pas qu'on a une réponse définitive, mais en tout cas, il faut sacrément ralentir parce que la prédiction, ça prend vraiment le risque de fermer d'emblée des portes au possible et à la possibilité des patients à être acteurs de leur propre maladie et d'en faire quelque chose, et aux familles, pas que aux malades, mais aux familles également, et aux médecins également. Donc nous, on est arrivé dans cette situation où il nous a semblé que tout le monde était démuni et qu'on était dans une très grande impuissance, et on a voulu commencer à nourrir par ces savoirs qu'on essaye de recueillir et de rendre visibles, de nourrir et de rendre habitable en fait cette maladie et ce moment aussi particulier de l'annonce. Donc finalement, c'est vrai que les deux points que moi je voulais vraiment soulever aujourd'hui, c'est cette question du savoir pas savoir, donc vraiment ralentir là-dessus parce qu'il n'y a aucune évidence dans cette question. Et effectivement, je pense qu'il faut respecter la volonté de chacun et le développement de chacun par rapport à cette question, mais cette question doit être nourrie. On peut pas laisser les gens seuls avec cette question, parce qu'être seul avec cette question, c'est vraiment terrible. Alors c'est pas parce qu'on la nourrit qu'on est prescriptif et qu'on dit ce qu'il faut faire, mais en tout cas il faut nourrir la question et être vraiment dans un échange, parce que ce savoir, une fois qu'il est là, si on passe le test et qu'on le sait, c'est vraiment un avant, un après. On n'est plus la même personne. Et peu importe la manière dont on vous l'annonce, même si on vous l'annonce du mieux possible, c'est vraiment une transformation totale. Il faut savoir que quand on vous dit ça, vous devenez une autre personne et ça engage une série de modifications dans votre vie, des modifications professionnelles, sociales, parce qu'en fait, il y a plein de gens qui changent complètement de plan de vie, de programme de vie, de mode de vie, en ayant cette forme de connaissance. Il y en a qui quittent leur travail, il y en a qui... voilà, on ne conçoit plus la famille, le couple de la même manière, le rapport amoureux, la maternité ou la paternité. Enfin, en fait, ça change tout. Donc, en fait, c'est très dangereux et c'est vrai que parfois, je sais pas une critique, parce que c'est extrêmement difficile pour un médecin d'annoncer une maladie comme ça et de savoir quoi en faire, mais c'est très dangereux l'annonce d'une telle prédiction parce qu'elle en fait on passe d'une information factuelle à l'annonce à quelqu'un qui va avoir tous les aspects de sa vie qui s'en trouvent modifiés et transformés. Donc c'est vraiment un passage très périlleux. Alors aujourd'hui, nous on n'a aucune recommandation, faites le test ou ne pas faire le test. Simplement la recommandation, c'est ralentissons sur la question de savoir pas savoir, continuons à nourrir cette question à partir des expériences qui en sont faites, et d'essayer de faire alliance avec la médecine pour qu'il y ait coproduction de savoir et mise en commun de différents types de savoirs. Et la deuxième question, si le test est fait, c'est comment nourrir et comment équiper ce moment de l'annonce qui, à notre sens, pour le moment, ne peut pas être fait que par les médecins. Et c'est un peu le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'est fait que par les médecins. Parce qu'on ne peut pas tout demander aux médecins. Et ils ne peuvent pas à la fois être des bons médecins et après, bien sûr, il y a des médecins qui ont peut-être plus c'est pas des capacités, mais qui ont peut-être un rapport humain plus facile, d'autres pas. Et quand bien même ils l'auraient, ça ne suffit pas. Et nourrir ce moment de l'annonce, ça veut dire le rendre aussi collectif. Le rendre collectif, ça veut dire essayer de faire intervenir et de rendre responsables toutes les parties prenantes qui sont autour de cette annonce, que ce soit encore une fois du côté des soignants, des médecins, des neurologues, des généticiens ou autres soignants, et aussi de la famille et des personnes. Et concernant la famille, c'est aussi un point important parce que récemment, il y avait eu, alors là, tu vas me corriger Emmanuel, mais la loi sur la parentèle, qui était effectivement la formation de la parentèle. Oui, c'est ça. Et ça, c'est quelque chose qui est très complexe parce qu'effectivement, on ne peut pas mettre... disons que la maladie de Huntington a été mise un petit peu dans le même sac que d'autres maladies,
curable. Or, la maladie de Huntington est incurable, et donc ça fait vraiment l'effet d'une bombe aussi, l'annonce de cette maladie dans une famille, et ça peut détruire des familles entières. Donc, l'idée qu'on puisse, par exemple, recevoir son statut génétique, ou le fait qu'on soit obligé, ou que les médecins maintenant soient obligés de tenir informée la famille de l'information génétique, dans le cas de Huntington, c'est absolument destructeur. Et surtout parce que ça peut arriver par courrier, c'est quand même génial. Alors que là, je suis en train de vous dire l'inverse, c'est qu'il faut au contraire prendre un soin extrême du moment de cette annonce, qui pour l'instant est quand même fait en un quart d'heure dans un cabinet de consultation. Donc nous, on essaye de commencer à réfléchir à des manières de faire pour presque écologiser, alors c'est un terme un peu complexe, mais écologiser dans le sens de transformer le milieu et de prendre toutes les composantes qui transforment. Ça rejoint un peu ce que vous dites aussi de l'environnement, et qu'on ne peut pas faire sans l'environnement, et qu'on ne peut pas penser un patient tout seul, en tout cas ni un médecin tout seul dans ces situations. Enfin, je ne sais pas si j'étais très claire, j'espère. En tout cas, c'est vraiment deux enjeux, et c'est très important de ralentir sur toutes ces questions. En fin de compte, Sophie évoquait effectivement un problème litigieux qui est rediscuté, c'était dans la loi bioéthique de 2011, c'était le devoir de savoir, c'est-à-dire le devoir d'informer, et le médecin a mission d'informer les tiers, puisqu'on a des transmissions familiales. Alors ça pose des questions éthiques, et vous savez que dans l'éthique de l'information, notamment dans la loi du 4 mars 2002 sur les droits des malades et la qualité du système de santé, il y a le droit de savoir, mais aussi on a le droit de ne pas savoir. Vous savez que c'est les deux éléments. Et là, en matière de génétique, il y a quasiment un devoir de savoir, et c'est une question effectivement qui a été souvent abordée. Oui, pardon, une précision qui est entrée en complète contradiction dans le cas d'Huntington, dans le fait que les gens ont le droit de ne pas savoir, et y compris même aujourd'hui, il y a des tests prénataux où il y a moyen en tout cas pour que quelqu'un puisse faire un enfant et être sûr que l'enfant ne soit pas porteur sans que la personne connaisse son statut elle-même. Donc en fait, il y a toute une... Donc c'était complètement contradictoire en fait cette histoire.